Je voudrais qu'à chaque fois que Fouad porte une robe de chambre, vous notiez la robe de chambre en bas en commentaire. Mettez-lui une note et à la fin de l'année, on élira la plus belle robe de chambre de Fouad. Et croyez-moi, les gens, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Let's play ball. Salut les amis, salut mon Guillaume. Salut Fouad, comment vas-tu mon ami? Écoute, autant que possible mon ami. Alors on a vu Kingsman, première mission de Matthew Vaughn. On va vous en parler maintenant. Je prends des décisions quand mon estomac est plein ou quand mes couilles sont vides. Eh bien, Dieu merci, le dîner sera bientôt servi. Alors mon Guillaume, en une phrase, qu'est-ce que t'en as pensé? Disons que c'est la culture populaire pour les monarchistes de l'Ancien Régime. Pour ma part, Matthew Vaughn fait son David Lean. Alors ce Kingsman, première mission, qui est en salle depuis le 29 décembre, et le troisième volet, peut-on dire, en tout cas oui, le troisième volet de la saga Kingsman, initiée par Matthew Vaughn, adapté des bandes dessinées de Dave Gibbons et Mark Millar. Alors peut-on parler vraiment d'une suite? Pas vraiment, plutôt d'une préquelle, puisque ce volet, première mission, se situe temporellement avant les deux précédents films, puisqu'il a lieu pendant la Première Guerre mondiale et nous montre l'origine de l'agence des Kingsmen. Alors Matthew Vaughn, rappelons-le, c'était notre premier numéro, Guillaume. Hein. C'est avec lui qu'on a ouvert la chaîne. Et autant on emporte le pop, sachant que ta phrase pour le définir ce nouveau film, c'est le David Lean, National Office of David Lean. On peut dire que la boucle est bouclée, mais ne vous inquiétez pas, on va en ouvrir une autre, parce que l'heure magique ne fait que commencer. Absolument, les amis. On va faire un point rapide, d'abord sur la saga Kingsman, hein, sur les deux précédents films, pour aborder ensuite le troisième film qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, cette saga, mon Guillaume, en tout cas les deux premiers films, qu'est-ce qui t'en reste? Quelle place ils ont dans ta cinéphilie? Et pour le coup, je trouve que Kingsman, en fait, a réussi à faire ce que finalement personne d'autre n'a réussi à faire à part lui, en tout cas à cette échelle de production-là, parce qu'on parle quand même de films. Bon, c'est pas des blockbusters à 200 patates, mais c'est quand même des trucs qui coûtent 80 à 100 millions, qui sont qui sont distribués par un gros studio américain, produits en quasi indépendant par la boîte de Matthew Vaughn. Oui. Donc, tu es dans un modèle très particulier qui, comme tu l'avais dit dans notre premier numéro, fait faire penser à celui que George Lucas avait pour Star Wars finalement. Et donc, c'est un petit peu un cas unique. Parce que ce qui était génial avec Kingsman, c'était cette espèce de liberté créative absolue qui en émanait, et aussi bien en termes visuels, en termes de réel, parce que encore aujourd'hui, je pense que si tu fais un top 10 de toutes les scènes d'action qui ont marqué les années 2010, tu t'en prends au moins deux des deux Kingsman, quoi. Ce qu'ils ont vraiment complètement frappé à ce niveau-là. Ouais. Il y avait une invention des formes, une façon, une générosité dans la manière de traduire les excès visuels les plus barges à l'écran, mais qu'ils étaient toujours physiques quelque part, tu vois. Manners maketh man. C'est ça qui est très marrant, c'est que autant Kingsman, c'est un film qui est très, très gourmand en images de synthèse, y compris pour les intégrer dans des chorégraphies réelles, et pourtant c'est toujours physique comme truc, tu vois. Et cette pesanteur-là, il n'y a plus beaucoup de réels, mine de rien, qui arrivent à l'aménager. Et puis, il y avait ce truc-là, et puis il y avait cet esprit de transgression, quoi. Mais Kingsman, oui, c'est ça qui est bien avec Matthew Vaughn. C'était punk Kingsman. Kingsman arrivait à... quand tu prends Kingsman 1 et 2, c'est des films qui arrivaient à être punk et à faire du grand récit, particulièrement le numéro 2. Tu parlais de David Lean tout à l'heure sur celui-là. Moi, je trouve qu'il avait déjà fait avec le numéro 2, qui était vraiment pour le coup une proposition de Cinoche, qui tapait vraiment dans ce qu'on appelle la grande forme, donc les grands films, les grands récits. Que personnellement, je trouve meilleur au premier. Hein. Alors, j'entends beaucoup ça et là, le deuxième est moins bien, etc. Moi, je le trouve meilleur en tout point. Hein. Écriture, caractérisation des personnages, péripéties, qualité de la réal. Enfin, pour moi, il est largement supérieur.
Mais je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'air nombreux à le C'est penser. marrant, hein? Ouais. Mais moi, en fait, quand j'ai vu le 2, en fait, je me suis dit que non seulement le mec ne faisait pas un bis repetitia du 1, mais en plus, putain, en termes d'ambition, il te foutait son univers, sa mythologie, Ouais. sur une échelle qui était Il a putain folle, upgradé le quoi. premier volet, hein, je trouve, hein. Complètement. Alors, moi, je trouve cette saga incroyablement rafraîchissante, si tant est que ce mot ait un sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme tu disais, hein, c'est la liberté de ton qu'il embrasse avec ses films, qui plus est sur une échelle de budget assez conséquente. Eh bien, ça fait du bien à voir. Clairement, ça n'a échappé à personne. C'est une réinvention, en tout cas. Il revisite le genre de l'espionnage, hein. Il revisite la figure de James Bond, hein, clairement. Alors, c'est quand même très librement adapté de la bande dessinée en 6 numéros de Dave Gibbons et Mark Millar, hein. Il a Ouais. changé énormément de choses, Matthew Vaughn, à commencer par le nom des personnages principaux et leur rapport entre eux. Il a introduit, c'est une idée de Matthew Vaughn et Jane Goldman, toute la mythologie chevaleresque, hein, D'accord, puisque ok. le côté, ils ont chacun un nom de chevalier. C'est Matthew Vaughn qui a apporté cela, hein, ce n'était pas dans les bandes Hmm. dessinées. Et tu le disais, hein, c'est la liberté de ton et l'incroyable inventivité formelle, quoi, tu vois. Alors, voir Samuel Jackson en crypto Bill Gates. Everything is clean. My kind of welcome. C'est incroyablement réjouissant. Ce qui est génial avec Matthew Vaughn sur ses 2 premiers films et dans sa filmographie en manière générale, on l'a un peu dit dans notre show, c'est comment il invite dans son cinéma des méga stars qui ont déjà une persona très installée, hein. Samuel Jackson en tête, Julianne Moore. Il invite dans son cinéma Michel Pfeiffer, Robert De Niro. Il invite dans ce cinéma Ouais. des méga stars et il leur donne une autre couleur, un autre visage. Et c'est ça qui est génial avec Matthew Vaughn. Et c'est ça, et c'est complètement. En plus, ce que je trouve assez remarquable chez lui, c'est que c'est un type qui fait rimer transgression avec réconciliation. Ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, logiquement, il y a toujours eu ce discours dominant, encore aujourd'hui, même s'il est un peu plus éteint dans les médias, qui te disait que ce qu'on appelle la culture pop, d'accord, donc les formes de la culture pop, le côté, comme tu dis, James Bond, le côté comic book, etc. et tout, Mhm. c'était bien, tout le monde dit que c'est bien. Mais bon, c'est pas très sérieux tout ça, quoi, tu vois. Ça reste du divertissement et compagnie. Et à la limite, les adultes peuvent aller voir pour se détendre. Les gamins adorent en attendant passer à des choses plus sérieuses. Mais en fait, tu vois, les deux Kingsman, particulièrement le second, dans son ambition narrative, en fait, c'est le type qui te dit que non, en fait, tu peux utiliser en fait les vecteurs de la culture pop pour raconter des grands récits, tu vois, C'est vrai, et, absolument. et aborder frontalement des trucs importants. Quand il Tout à fait, fait, ouais. je veux dire, quand il fait exploser en fait toute la troupe des 1%. Quel pied, Et franchement, c'est la quel meilleure scène du pied. monde. C'est hyper jouissif, quoi. Et ça, et puis en plus, tu sais, je trouve que cette allégorie-là se rejoint même dans sa manière. Entre lui, tu sais, Von, qui lui-même était riché de noble, hein, tu sais, de sœur. Oui, Yvonne s'est découvert sur le tard une ascendance noble, hein, le comte Mm. de Ouais, Vere, Mister de Vere, qui est comme par hasard le nom du papa de Eggsy d'accord. dans le premier film. Mr. DeVere, it's a pleasure to meet you. Donc, c'est ce qui est doublement intéressant. C'est pour ça qu'il l'a radicalement revisité, hein, la bande dessinée de Dave Gibbons et Mark Millar. C'est qu'il y a mis vraiment beaucoup de lui-même, et notamment dans ce personnage de Eggsy, hein, qui est une Kyra de l'ombre, hein, on va le dire, C'est ça, Kyra de ouais, l'ombre, clairement. Ça le scar, ouais. qui se découvre une ascendance noble, prestigieuse, par l'intermédiaire de Harry Hart, qui est joué par Colin Firth. Mm. Et en fait, et c'est ça, et en fait, grosso modo, comme c'est toujours, c'est une histoire de lutte des classes, mais de lutte des classes Oui. qui apprennent à se confronter pour le bien commun, quoi, tu vois. Et Eggsy, c'est clairement lui qui fait le pont entre les deux. Et je trouve que là, quelque part, t'en reviens un peu à la phrase de Spider-Man.
ça le Sam Raimi, comme tu disais, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ouais. Donc, quelque part, le mec, il avait une façon de te dire que parce que tu es noble, parce que tu es issu de cette ascendance, etc., et tout, et que tu as cette possibilité, ces pouvoirs-là, tu as cette responsabilité d'œuvrer pour les gens et pour le bien commun. Et c'est un petit peu ce que Brad Bird faisait sur À la poursuite de demain, où il t'assumait clairement d'avoir une élite Oui, qui avait des capacités ouais, exceptionnelles. carrément ça, un peu supérieur à la Là, masse, hein, on va le dire. là, c'est ça, ouais. Ouais. Et il assumait clairement qu'il y avait des gens qui étaient pas. Voilà, quoi, qu'ils étaient. Moi, c'est pareil, enfin, personnellement, c'est pareil, j'assume tout à fait qu'il y a des gens qui sont câblés de manière supérieure à la Oui, il moyenne. y a des gens qui ont un plus gros QI que les autres, hein, c'est C'est clair et ça. net, hein, il n'y a pas de photo là-dessus. C'est Ouais. ça. Et lui, Brad Bird prêchait la sécession carrément, la Ouais, sécession oui, clairement, ouais. Et de je, l'élite, quoi. Et dans Kingsman, le côté Ouais. chevaleresque, c'est ça aussi, quoi, tu vois. C'est que quand tu trouves la quête du Graal, etc. et tout, mais c'est pas pour te grandir toi-même, c'est pas une histoire de développement personnel, c'est aussi ta place dans le monde que de servir justement le bien commun pour en faire profiter tout le monde. C'est très juste ce que tu dis. Et la comparaison avec Brad Bird, et on ne peut plus. Ouais, J'avais pas pensé sur le coup, mais tu as totalement raison. Alors que chez Brad Bird, l'élite fait sécession. ouais, Hein, elle quitte, si tu veux, la communauté, quitte la masse pour vivre entre elles, si je puis dire. Mais chez Matthew Vaughn, l'élite a le devoir voilà, d'œuvrer en douce pour c'est la ça. paix. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et en plus, on va continuer à se faire plaisir. La décapitation des 1%. On a un Exy, donc Kyra de Londres, qui va visiter le fondement d'une princesse. You owe me eggsy. Tu vois, Ouais. qui ressemble étrangement à Claudia Schiffer, je Schiffer, trouve. ouais, oui, Tu vois, oui. l'épouse, hein, Claudia Vaughn, l'épouse de Matthew Vaughn. Il faudrait Voilà. poser, Hein, il faudrait lui poser la question en interview. Tu sais, j'adorerais que si tu rencontres Mathieu en interview, tu fais en fait, la princesse suédoise ressemble étrangement à Claudia Schiffer. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez rencontrée? tu vois, je suis sûr, vu le style du bonhomme, je trouve que je Il y a suis sûr que moyen. ça le ferait marrer, quoi. Il y Et a donc, moyen. c'est ça qui est réjouissant avec Matthew Vaughn, c'est que d'une part, comme tu le dis, hein, la forme est pop, la forme est champagne, tu vois. Mais l'intention est noble et il y a de l'amour. C'est Tu vois, ça. il y a de l'amour pour l'ouvrage, tu vois. Et ce qui est génial avec Matthew Vaughn, c'est que dans chacun de ses films, tu vois des choses que tu n'as jamais vues. Ouais, c'est ça. Et Non, tu vois, ah oui, clairement, clairement. il y a un amour de la recherche formelle, quoi. C'est ça qui est Et réjouissant. clairement, tu sens que tu as un plaisir de cinéma derrière qui est monumental. Et en plus, c'est le mec qui arrive à être à la fois chevaleresque, mais Ouais, dans le sens le plus traditionnel du terme, dans le sens le plus valeureux, le plus noble, et punk à la fois. carrément, carrément. Chevaleresque et punk. Et mine de rien, ça, enfin, je trouve que comme note d'attention, bah, va tester une note d'attention pareil, quoi. C'est une C'est pas super note possible. d'intention. Et Ouais. alors, voilà, c'est ça, Kingsman. C'est un diptyque de premier volet absolument réjouissant. Et pour clore sur cette partie, on faisait de l'analogie avec George Lucas tout à l'heure. Total respect pour George Lucas, bien évidemment. Immense monsieur, immense carrière qui nous a fait rêver. George Lucas, respect éternel. Je disais que Matthew Vaughn est un George Lucas qui tient ses promesses parce que il fait quelque chose de sa liberté, Matthew Vaughn. Tu vois, il utilise sa liberté. Et alors, pour le dire vite, hein, pour la formule, mais la réalité est bien sûr plus complexe que cela, Matthew Vaughn, c'est un monsieur, en gros, qui peut lever sans patate en appelant son oncle et sa tante, quoi. Tu vois, en gros, hein, c'est un monsieur qui est totalement libre, tu l'as dit en début Mm. d'émission. Et ça, sur cette échelle de budget, sur ce type de budget, c'est à ma connaissance, hein, sauf erreur de ma part, c'est unique. C'est unique. Et donc, moi, j'attendais ce Kingsman première mission. Mais moi aussi, moi aussi. Et moi, j'ai aimé, mais je sens que j'ai plus aimé que toi. Alors, Beaucoup plus, ça. Kingsman, première mission, bien sûr, ça raconte l'origine de l'agence des Kingsman, pardon, avec donc en personnage principal Ralph Fiennes, qui joue le duc, le duc de Oxford, hein, un ancien serviteur de la couronne d'Angleterre. Et alors, de prime abord, moi, ce que j'aime avec ce Kingsman, c'est alors ça n'a pas plu à tout le monde, mais c'est le ton. C'est le ton. On n'est plus là dans le bubblegum champagne. Hein, le ton est plus grave puisque
ce Kingsman-là, tu sens que Matthew Vaughn a voulu faire son film, son grand film historique. Clairement, les premiers plans, hein, l'ouverture du film, moi, m'a tout de suite fait penser à Laurence d'Arabie. Il y a du Laurence d'Arabie, il y a du Docteur Zhivago dans ce Kingsman. Tu sens que Matthew Vaughn a voulu faire son film historique, mais plutôt que d'embrasser l'histoire voilà, à la lettre, en faisant un film élégiaque, un truc officiel, eh bien, il va prendre son concept pop pour l'enraciner dans la grande histoire, quoi. Et alors, t'aimes ou t'aimes pas, hein, mais moi, perso, cette différence de ton, moi, m'a beaucoup plu parce que l'autre aspect que j'ai apprécié dans ce film et qui rejoint nos précédents propos, c'est que le cœur de l'histoire, c'est cette relation père-fils entre le duc d'Oxford et son fils, Conrad. Le duc d'Oxford est un ancien serviteur de la couronne britannique, dégoûté par ce qu'il a fait, c'est-à-dire servir l'empire colonial, ce qui veut dire aussi massacrer des peuples. Il le dit dans le film. J'ai tué des gens qui ne faisaient que défendre leur terre. Et on va pas trop spoiler, mais il y a aussi un autre événement aussi qui l'a dégoûté de ça. Et il devient un pacifiste, enfin un défenseur de la paix, et il va tout faire pour protéger son fils, pour éviter qu'il marche sur ses pas. Voilà. Et ça, je trouve que le cœur émotionnel, et moi, m'a particulièrement touché. Ouais, en plus, quand tu vois, c'est une manière aussi de croiser les arcs narratifs des deux premiers. Parce que tu vois, tu prends le premier, c'était dans une histoire classique de mentor, où tu avais le personnage de Colin Firth qui apprenait à son fils de substitution, finalement, Exy, en fait, comment devenir un Kingsman, en fait. Ce qui est, c'est un peu la même histoire que dans le Masque de Zorro avec Anthony Hopkins et Antonio Banderas. Oui, c'est vrai. C'est le Zorro qui vient prendre Banderas, qui vient des bas-fonds, un bandit des bas-fonds, pour le transformer en aristocrate, en noble, en gens qui sait se comporter, et qui lui apprend à se battre pour le bien commun. C'est vrai que les Kingsman, c'est Zorro, en fait. J'ai juste de réaliser, mais c'est un peu le même délire. Mais du coup, et dans le deuxième, c'était l'inverse. C'était Exy qui devait devenir le mentor, en fait, de Colin Firth. C'est ça qui est intéressant. Pour s'en constituer. Et en fait, ce qu'il essaie de faire dans le 3, c'est vraiment ça. C'est que d'abord, tu penses que tu retombes sur une histoire de mentor, en fait, classique, comme c'est Ralph Fiennes qui va apprendre à son fils les nécessités de la paix, le pacifique, les horreurs de la guerre. Et en fait, tu te rends compte au fur et à mesure que c'est le fils qui va apprendre au père, à travers une scène qu'on ne révélera pas, mais qui est tragique ici. Et en fait, je trouve que tu as ce basculement narratif-là, tu vois, qui est quand même intéressant, même si je le trouve moins bien amené, parce qu'il faut souligner un truc, c'est que sur celui-là, malheureusement, Matthew Vaughn, pour des raisons qui me sont inconnues, s'est séparé de Jane Goldman, sa co-scénariste depuis son premier film, et c'est associé à l'écriture avec le mec qui avait écrit The November Man avec Pierce Brosnan, qui n'était pas forcément nul. Je l'ai vu. Un film de Roger Donaldson. Yes, exact. C'est pas mal, mais sans plus. Voilà, et qui, à la limite, tu vois pas dans le film, dans l'écriture, des qualités qui peuvent prédisposer à aborder un truc pareil, quoi, tu vois. C'est vrai. Et je trouve que ça sent, en fait. C'est-à-dire que l'accent de Jane Coleman au script, moi, je trouve qu'elle fait sentir, parce que cette évolution, justement, entre ces deux arcs, le passage de l'un à l'autre est intéressant, et il y a de belles scènes, et les acteurs sont super bons. Mais je trouve que ça lag un peu quand même. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi. Clairement, hein, pour être honnête, même si je l'avoue, je l'avoue devant la France entière, je suis un peu une Matthew Vaughn bitch. C'est-à-dire que moi, j'adore son cinéma. Et là, effectivement, il faut reconnaître que l'écriture est un peu plus relâchée. Alors, le défaut du film, c'est que il y a trop... de par son sujet, hein, la grande histoire, le traitement des enjeux, d'enjeux géopolitiques, hein, c'est un film qui se propose de nous faire visiter les coulisses de la grande histoire. Et on le dira en fin de show, avec quand même un truc subversif à mort qui m'a un peu choqué. Mais bref, revisiter les coulisses de la grande histoire, ce n'est pas rien, mon ami, tu vois, dans un film pop de 2h20, 2h30. C'est compliqué de faire saisir ça. Je trouve qu'il y arrive très bien avec Tom Hollander. Formidable. Il y a du gros acteur, il y a du gros casting anglais bien lourd, comme on aime, hein, Tom Hollander, il y a Matthew Good, Ralph Fiennes, bien évidemment, Jim Ononsu, Gemma Atherton, qui est magnifique, exceptionnelle dans ce film, qui, malgré la petitesse de son rôle, est vraiment très marquante. Et bien sûr, Rasputin
Rasputin par le magnifique Raïs Ifans, quoi. Ouais, il trouve chaussure à son pied, mais là, lui, mais alors, une puissance, c'est Ah ouais, mais monumental, quoi. il était né pour jouer Ah, Rasputin, mais quoi, tu complètement. vois. Je prends des décisions quand mon estomac est plein ou quand mes couilles sont vides. C'est grave, ouais. Alors, oui, je te rejoins. C'est pas évident de traiter la grande histoire et puis faire comprendre des enjeux géopolitiques que somme toute assez complexes, tout en divertissant. C'est pas facile. Et donc, le film pêche par une surabondance de personnages et notamment de bad guys, c'est-à-dire de méchants. Ouais. Voilà. Mais Là, je te rejoins. C'est pour ça que le film ne perd pas de vue la relation père-fils. Pour moi, le vrai sujet du film, c'est la relation père-fils, en fait. oui, mais complètement. Moi, c'était même, c'était même toujours le sujet des précédents qui, sous leur Oui. pléthore d'enjeux, la plupart des personnages, C'est vrai. conservaient toujours sa ligne de mire. Celui-là le fait aussi. Mais en fait, le truc, c'est que si tu veux, autant les deux précédents, et là je parle toujours en termes d'écriture, hein, tu avais l'impression qu'il y avait une cohérence symphonique vraiment entre tous les enjeux, tous les persos, tous les arcs narratifs et compagnie. Là, j'ai presque l'impression que c'est un film qui était conçu autour de séquences clés, de scènes clés, tu vois. Tu sais, c'est comme si tu sais, le mec il s'est réveillé avec un flash de la nuit, il fait putain, il faut que je filme ça, que je mette ça, etc. Tout parce que c'est important. Il avait 5-6 chapitres comme ça, et entre eux deux, il s'est dit bon, comment on va relier tout ça? C'est là, mon Guillaume, qu'on voit ton regard affûté, mon ami. Parce que effectivement, tu mets le doigt dessus. Mathieu Vaughn, il y a 3-4 ans, l'a dit en interview pour le Cercle d'Or. Il disait, tiens, moi, je prépare déjà Kingsman 3, ça va se passer dans le passé. J'ai déjà écrit des idées de scène. D'accord, ok, bah, ça se voit. Voilà. Il l'a dit en interview, donc ça rejoint totalement ce que tu dis. Effectivement, tu sens le côté des 7 pieces Ouais. qu'il faut relier entre elles. Le film est frustrant, si parce que je trouve qu'il y a à la fois certaines des plus belles scènes de tout le cinéma du Matthew Vaughn, mais à côté de ça, tu as aussi toutes ces, on va dire, pas mal de ces trucs les plus faibles, quoi. Moi, je pense qu'il y a une séquence dans les tranchées, dans la Première Guerre mondiale. On va pas révéler les trucs ici, mais tu te souviens de la scène? Alors, moi, c'est ma scène préférée. Ouais. Tu vois cette scène-là, en fait, Ouais. et qui est pop à fond, parce que les mecs, ils Elle utilisent... est mortelle. Hein. Elle est pop à fond, tu vois. Pour moi, c'est l'équivalent de la scène de l'église dans le premier, tu vois. Ouais, mais carrément, carrément. Et en Le fait, morceau de bravoure. c'est ça. Et là, le mec, en fait, il te fait un truc et à la fin, t'en ressors. Ouais, le poids de l'horreur de la guerre, la corruption a jamais donné naissance. Et là, je me dis, tu vois, c'est pas ce mec-là, là, ce qu'il vient juste de faire, là, avec cette scène-là, dont on vous révélera pas la nature ici si vous ne l'avez pas vu, ce qu'il vient de faire là, eh ben, il peut sans précaution dire, bah, ça vaut largement le fameux travelling de Kubrick sur les Sentiers de la Gloire. Et il fait ça avec des formes pop. Et là, il réussit pratiquement à ce qu'il a toujours voulu faire, traiter d'enjeux historiques sérieux à travers une forme qui lui est propre, en fait, et qui ne renie pas ses influences les plus extravagants, dira-t-on, sous prétexte que le sujet est trop sérieux pour le traiter comme ça. Et lui dit, ah, non, je peux le faire comme ça, regardez la preuve. Et tout en respectant le matériau, parce que les scènes d'entrée dans les tranchées sont gratinées. Hein. Tu vois, on n'est plus dans une bande dessinée. C'est chaud. Tu es dans les tranchées, mon ami. Hein, tu vois, c'est et c'est ce que j'ai apprécié dans le film. C'est moi la rupture de ton. Moi, justement, c'est ce qui m'a plu. Et filmer la Première Guerre mondiale, tu sens que c'est une envie qu'ont beaucoup de grands cinéastes. Tu vois, ce que je veux dire. C'est un sujet. Tu vois, c'est la Première Guerre mondiale. Hein, on va l'apprendre à personne. Hein, ça a été une boucherie, hein, littéralement. Et quand tu es un cinéaste, et c'est une étape importante dans ta carrière, tu vois, filmer la Première Guerre mondiale. Et Matthew Vaughn y parvient remarquablement, je trouve, avec son style. Parce que la scène que tu mentionnes, là, il m'a surpris. Moi, je m'attendais à ce qu'elle soit filmée comme la scène de l'église, tu vois, de manière ininterrompue, etc. Mais non, il a choisi un tout autre... C'est que... Tu vois, ça, je trouve cette scène absolument brillante. Puis la Première Guerre mondiale, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est la mutation de la guerre, parce que c'est la première fois que tu as eu une guerre de tranchées, tu as eu autant de moyens industriels. Une guerre mécanisée. Ouais, exactement. Ouais. Et en plus, c'était là où tu as eu les campagnes se sont vidées pour aller sacrifier en fait tous les jeunes dans cette bouche atroce. Donc, il y a un enjeu de civilisation qui est propre au XXe siècle qui, comme tu le dis, excite les réalisateurs. Et c'est intéressant de voir un cinéaste du calibre de Matthew Vaughn, qui a priori on n'attendait pas sur ce terrain-là, surtout à son âge, tu vois, c'est un monsieur qui a à peine 50 ans. Eh bien si, j'embrasse la Première Guerre mondiale, mais non pas comme ça frontalement de manière académique et officielle, non. Je vais enraciner mon univers pop dans la Première Guerre mondiale. Et alors, on parle de générosité formelle.
les scènes de fight. Il y a une scène de Oh. danse-combat entre Rasputin et Jimon Unsu qu'on aperçoit d'ailleurs dans la bande-annonce qui est remarquable. Il y a une scène très étrange entre Ralph Fiennes et Rasputin qui est assez hallucinante, tu vois. Tu vois, ça c'est Matthew Vaughn. Ouais. C'est Matthew Vaughn. Tu verras pas ça dans un blockbuster officiel Non, tamponné par un studio, tu vois ce que je veux dire. Et c'est ça qui est génial. Putain, Ouais. mais Oh là là. depuis combien de temps j'avais pas vu une scène de fight comme ça aussi noche. Et le truc, c'est ça, c'est que le film régulièrement te met de nouveaux sommets dans la carrière de Matthew Vaughn. Et ouais. Mais entre les dents, tu as des trucs où tu as vraiment l'impression que c'est du fonctionnel et du casual pour dire de passer au prochain morceau de bravoure XXXL le plus vite possible, tu vois. Et là, il y a une scène d'avion aussi, Oui. et moi, que je trouve c'est jubilatoire et vraiment exceptionnelle, quoi. Elle est incroyable, Ah ouais. cette scène, quoi. Hein. Elle est Mais- vraiment. Ouais, carrément, mais tu vois, je trouve ça frustrant à vivre sur le plan d'expérience parce que, tu vois, autant le Kingsman 2, ce qui est hallucinant, c'est que chaque scène d'action dépasse la précédente. Déjà, la Oui, première, il y a un la crescendo, ouais. Ouais, Mm. déjà, l'introduction, le mec, il se mettait à l'avant tout le premier Kingsman, donc il fallait déjà le faire. Et puis après, à chaque fois, il upgradait le truc. Là, c'est vraiment en dents quoi, tu vois. C'est ambitieux, en tout cas, c'est couillu, hein, je dirais, entre guillemets, hein, d'avoir fait ce choix-là esthétique, ce choix de ton aussi, hein, parce que tu dis, bon, c'est marqué Kingsman sur l'affiche, donc tu dis, je vais rigoler, ça va être sympa. Tu rigoles pas toujours. Non. Moi, ce qui me réjouit dans ce film, pour le relier à James Bond, c'est Ralph Fiennes. Ouais, il était- Ralph Fiennes en Action Man. Et ça, je trouve ça Ouais. réjouissant, jubilatoire. C'est un monsieur qui, je crois qu'il a la petite soixantaine, hein, Ralph Fiennes. Il est en pleine forme. C'est génial de le voir en Action Man. Déjà, il est super crédible, tu vois. Il tâte du flingue, il fait du combat à l'épée. Et ce qui est génial, c'est que du coup, la persona de Ralph Fiennes quand même, hein, donc c'est un monsieur qui dégage une certaine aristocratie, un côté très noble, hein, comme ça, c'est son style. Du coup, quand il se bat, ça implique une autre manière de se battre. Tu vois, il se bat là comme un lord anglais, tu vois. Donc, ça veut dire des gestes beaucoup plus amples, raffinés, moins dans la castagne, comme un Jason Bourne, par exemple, ou même un Liam Neeson dans les Tekken, mais vraiment plus, quoi, à la mode, je fais de l'escrime. Et du coup, je trouve que ça implique une autre manière de se battre, un autre type de chorégraphie qu'on voit peu, en fait. Tu vois, c'est ça. Mais je pense que tu as l'impression que le mec, il a mis 30 ans à se venger de Chapeau Melon et Bob de Cuir. Oui, carrément. Qui était un peu la même idée, on va dire. Et effectivement, Raphaël, je pense que c'est le plus aristo de tous les acteurs anglais aristos, en fait. C'est le mec qui ne bouge pas. Raphaël, s'il parle bien, mais tu le vois pas. C'est pas le mec qui bouge, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas le mec normalement qui se définit dans sa façon dans sa gestuelle, mais pas dans sa façon de bouger au sens proactif, quoi, tu vois, sur une situation. Et là, comme tu dis, tout a été pensé justement pour adapter sa manière de se battre à sa persona, à sa personnalité et rendre tout ça cohérent, quoi. À la différence des derniers James Bond, où dans Spectre, il joue M, hein, le nouveau M, et il tâtait du flingue dans M, hein, dans le Spectre, hein, et, tu vois, il était dans l'action et tout. Par contre, dans le dernier, il est dans son bureau à regarder un PC. Bon, super, tu vois. Et je trouve que c'est dommage quand tu as un Ralph Fiennes de ne pas profiter de sa physicalité, quoi. C'est un acteur incroyablement physique. Et moi, j'aimerais bien qu'il ait ça. Bon, apparemment, il devrait faire un autre Kingsman. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une suite à cette temporalité-là, tu vois, les Kingsman à travers l'histoire. Moi, je le verrais bien un peu comme Liam Neeson, avoir sa franchise d'action, tu vois, mais adaptée à son style, quoi. Ouais, mais moi je le verrais bien, tu sais, en espèce de VJ de cottage anglais, tu sais, le mec il fait Louis, tu sais, il fait le Louis la brocante briton, tu sais, avec ses meubles dans son garde-truc là comme ça. Et puis dès qu'il voit un manouche qui commence à péter un câble bar, le mec il sort son truc et puis il va. Carrément. Get out of my land. Il fait vraiment ça. Ah ouais, non mais c'est plutôt Get out of my land. Tu sais, plutôt sur ce ton-là. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Get out of my land. Et complètement. Là, t'as le money shot de la bonne annonce. Mathieu, si tu nous regardes, c'est cadeau, mec. Alors, les points faibles, hein, je le disais, moi, c'est les méchants, moi, qui m'ont... c'est-à-dire qu'il y a... Le trailer vendait Rasputin, quand même. Hein.
Voilà. Ouais, il disparaît Tout à vite. l'heure, vendait Rasputin. Bon, Rasputin n'est pas là tout le film. Bon, ça m'a un peu, fait chier. Et en fait, voilà, il y a 2 couches, 3 couches, 4 couches de méchants. Bon, je trouve que voilà, alors le méchant principal sur lequel il y a un mystère, etc. Bon, moi, je l'ai grillé en 5 minutes. Hein. Ouais. Voilà. Moi, je l'ai grillé en 5 minutes. Je savais qui c'était. Ce méchant n'est pas très convaincant. Moi, j'aurais aimé qu'on s'intéresse plus au personnage de Daniel Brühl. Ouais. Hein, alors, le film est tourné en Allemagne, entre autres, donc c'est pour ça qu'il y a un grand cast d'acteurs allemands. Il y a Mata Hari, on croise Lénine, on croise voilà, plein de figures historiques, le président américain Woodrow Wilson, etc. Donc ça, c'est assez Ouais. fascinant, assez intéressant. Il y a le bon Stanley Tucci aussi, qui est toujours plaisant à voir. Il y a Aaron Il est là, Johnson poste. qui revient. Moi, c'est là que le film pêche pour moi. Oui, ouais, moi je suis d'accord Non? avec ça, et Ouais. effectivement, il est victime de ça, et ça me fait penser justement que bah, t'as pas l'impression qu'il a pris le temps de mûrir le projet, ou en tout cas le scénario, comme il avait pu le faire pour les précédents, parce que ça s'emboîte, ça a Ouais. tendance à plus s'entrechoquer qu'à s'emboîter naturellement. Et moi, il y a d'autres trucs qui m'a dérangé, et pour le coup, c'était vraiment un point de vue idéologique. Euh, alors, il y a une scène post-générique dont on ne parlera évidemment pas ici. Ah bah non, mais restez. Alors, c'est Ouais, pas tout à la fin du générique, mais c'est à la moitié du générique. Ouais. j'ai eu du mal avec la manière dont il traitait l'histoire, en fait. L'histoire avec un grand H. Vaughn a l'ambition de faire comme Tarantino quelque part avec Django Unchained ou Inglourious Basterds, c'est-à-dire te traiter de la grande histoire à travers des motifs cinématographiques, tu vois, et Ouais. en faire quelque chose, un produit qui soit complètement légitimement, culturellement parlant, quelle que soit la manière dont tu le vois. Pas de souci. Sauf que là, il te décrit finalement tout le processus qui a abouti à la Première Guerre mondiale avec un luxe de détails historiques incroyable, parce que là, c'est là que tu vois que le mec a bien fait ses devoirs. Mais par contre, je trouve que quand il aborde la révolution russe, là, j'ai eu un souci. Parce que le problème, c'est que, alors, que les Kingsman se définissent, en plus, ils le répètent dans le film, comme des aristos qui ont le devoir d'apporter aux gens, au peuple et compagnie, tout se passe dans un sac d'aristocrates dans le film. Et tu as l'impression que la révolution russe qui arrive, c'est presque une injustice qui est commandée par l'espèce de Dark Vador spectre de l'ombre en chef, Ouais, etc. et ouais, tout, c'est très pour spectre. renverser l'équilibre du monde. Moi, je pense que c'est peut-être un défaut de maturité du projet, quoi. Mais là, pour le coup, je trouve qu'aboutir à un truc aussi simpliste, ça a tendance à desservir son projet, mais même son idée de cinéma qui est de défendre le côté forme populaire pour traiter de la grande histoire. Tandis que là, la vision qui déploie du truc, à te dire ça, ça fait ouais, bah finalement, c'est pas très sérieux tout ça en fin de compte. Il y a l'alibi du divertissement, effectivement. Alors, pourquoi en arrive-t-il jusque-là? Moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça incroyablement subversif, incroyablement. Ouais, moi, ça m'a un peu choqué, tu vois. Ah ouais. Après, je me suis dit, bon, on est dans un film, pourquoi pas? Après tout, bon, on est dans un film, pourquoi pas? Après, moi, ce qui m'a réjoui, voilà, c'est pourquoi ils ont pris pour siège un tailleur. Ouais. Et alors, ce qui est génial, ce qui est sympa, c'est que la salle de réunion qu'on a découvert dans les 2 premiers films, tu vois, la salle où ils se réunissent tous, tu vois, en fait, c'est la salle des patrons. Hein, Mhm. c'est là où ils fabriquent les patrons. Les Ouais. patrons, quand tu le prends dans son deuxième sens, c'est-à-dire patron, tu vois, c'est assez savoureux, tu vois. Et un patron, c'est quoi? Un patron, c'est un blueprint, C'est ça. c'est le blueprint d'un vêtement. Hein, c'est un peu l'équivalent d'un moule. Et je trouve ça assez savoureux que cette organisation supragouvernementale qui veut faire le bien prend ses décisions dans la salle des patrons, C'est vrai. chez un tailleur, comme si un tailleur, c'est un monsieur qui fabrique et qui retouche, comme si les Kingsmen avaient ambition de retoucher le monde, tu Oui, vois. c'est vrai. C'est Là, vrai. je Ouais, trouve c'est ça vrai. assez, voilà, quand tu t'amuses un peu et que tu fais des C'est très connexions, juste. Et c'est assez savoureux, moi, je trouve. c'est pas faux, non, mais c'est pas faux, non, mais l'idée est juste. Hein. Mais après, moi, je trouve que je trouve que c'est, franchement, l'idée est une super bonne façon de voir le verre à moitié plein et elle se tient complètement, quoi. Après, moi, de mon côté, j'ai l'impression que c'est des types qui regardent le monde sans jamais sortir de leur limousine, quoi, tu vois. Parce que, tu vois, tout le film se passe littéralement dans le carré des privilégiés, dans le carré de l'aristocratie. Tu ne sors, Oui, à part dans les sauf, tranchées, ouais, ouais, tu n'en sors jamais. Et j'ai trouvé ouais. ça limite quand même de, effectivement, avoir la prétention de taper le terrain de David Lynn en s'en tenant finalement, bah, non pas au premier cercle, mais toujours au même cercle.
Peut-être est-ce pour la suite. Moi, en tout cas, j'ai envie de voir la suite de cette franchise, en fait. C'est-à-dire, moi j'ai envie de voir la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, pourquoi pas. Enfin, voilà, moi, je trouve que la patte Matthew Vaughn est très intéressante lorsqu'elle touche à l'histoire. Il l'a déjà un peu touché du doigt avec la crise cubaine dans son X-Men, X-Men First Class. Et moi, je trouve que voilà, la patte Matthew Vaughn est compatible et est assez intéressante lorsqu'elle touche la grande histoire. La forme est brillante, les idées sont généreuses, notamment on le voit dans la bande-annonce, un plan à la GoPro, je crois, où tu es carrément au bout de la lame de l'épée, tu vois. Ça, je trouve ces plans assez fascinants. Donc la forme est brillante, l'écriture un peu plus lâche, on l'a dit avec Guillaume. Pour moi, ça reste un divertissement de très haut niveau, largement au-dessus de ce qui se fait aujourd'hui, mais sans commune mesure. J'ai hâte de voir la suite. Matthew Vaughn n'en reste pas moins un cinéaste précieux, qui a une vraie voix, une vraie patte. Et il est, à plus forte raison, il est libre. Donc, c'est un mec qui est libre aujourd'hui, il faut le savoir. Il fait ce qu'il veut, ce mec. Donc, c'est d'autant plus précieux que c'est un cinéaste qui est libre. Donc, moi, je dis, allez-y, il faut aller le voir. C'est du super bon cinoche des familles, quoi. J'espère juste que pour la suite, s'il en fait, ce qui n'est pas sûr, vu les résultats en très demi-teinte du film au box-office. La période est compliquée. J'espère quand même qu'il va se souvenir d'où il vient. Parce que là, pour moi, c'est le film d'un mec qui est toujours brillant, mais qui a oublié d'où il venait, en fait. Tu as l'impression qu'il a été anobli, puis du coup, maintenant, il a oublié la street, cousin. La street, la street cred. Bon, en tout cas, Matthew Vaughn, on le kiffe. Matthew Vaughn, vivement ton prochain film. Et d'ailleurs, si tu veux venir dans l'émission, c'est quand tu veux, mon ami. Ah bah, carrément. On se quitte là-dessus. À bientôt, les amis. Merci. Country roads take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, country.